Je voudrais maintenant qu'on enchaîne sur la suite de notre débat. On pourra revenir à d'autres questions, bien entendu. Avec vous, professeur Denis de Victor. Professeur, je serais tenté de vous appeler président, puisqu'au-delà de vos titres en médecine, dans le domaine de la pédiatrie, vous présidez depuis l'an dernier le Rire Médecin. Le Rire Médecin, c'est une association d'intérêt général qui œuvre depuis 22 ans en offrant des visites de comédiens clowns hospitaliers dans les services pédiatriques français. Mais vous êtes aussi membre de la commission centrale de concertation avec les usagers de l'assistance publique Hôpitaux de Paris, l'AP-HP, et vous êtes coordonnateur des médecins médiateurs des Hôpitaux de Paris. Alors là, je dirais que la défiance, même si ce matin, un sondage semblait dire que 40% des Français ont confiance dans les chirurgiens, la défiance, elle est quand même a priori, elle règne a priori chez le patient et chez ses proches lorsqu'ils franchissent les portes d'un des 37 hôpitaux de la PHP en Île-de-France. Est-ce que je serai bien soigné? Est-ce que j'aurai le bon professeur? Est-ce que j'aurai les bons soins? Et puis, est-ce qu'on me dira toute la vérité? Ici, c'est la peur qui engendre la défiance. Alors, comment vous y prenez pour transformer cette défiance en confiance, qui est pourtant indispensable pour que les patients supportent des soins, des traitements parfois douloureux? Comment faites-vous, en tant que médiateur, pour aplanir ces différends entre l'individu et la vaste institution que vous représentez? En bref, est-ce que face à la maladie et parfois à la perspective de la mort, la médiation, ça marche quand même? Je suis pédiatre et donc j'ai l'habitude de parler aux enfants. Vous avez dépassé un peu l'âge, mais je parle par devinette, par anecdote, par histoire, et c'est comme ça que je vous propose d'introduire mon topo. D'abord par une devinette. Alors, je vais vous poser une question. C'est un drôle de sentiment, un sentiment qui rend aveugle. D'accord? Un sentiment qui ne se commande pas, qui peut tomber comme un coup de foudre. Un sentiment qui fait faire des folies. Un sentiment, quand on est moderne, qui se partage entre femmes et hommes, entre hommes et femmes, entre hommes et hommes, et entre femmes et femmes. Un sentiment qui impose la fidélité. Un sentiment universel que nous avons tous éprouvé. Et un sentiment qui ne tient qu'à un fil, et quand ce fil casse, c'est une rupture dramatique. Alors, à votre avis, quel est ce sentiment? Tout le monde répond l'amour. Eh bien, c'est la confiance, bien sûr. Bien sûr, c'est la confiance. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que l'on réponde l'amour, parce que entre la confiance et l'amour, la limite est quand même assez ténue. C'est la confiance. Drôle de sentiment qui ne se décrète pas. C'est un sentiment qui se mérite. C'est un sentiment qui ne se monnaie pas. On ne monnaie pas la confiance avec nos malades. Les malades nous octroient la confiance. C'est un sentiment qui n'est pas loin de l'acte de foi. Dans confiance, il y a se fier, il y a la foi, il y a le fidèle, il y a la possibilité de confier un secret, le secret médical. C'est un sentiment qui se retire aussi vite qu'il a été donné, et ce n'est pas par hasard que sur la pâquerette, vous avez « je t'aime » un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Voilà, la confiance est rompue. Donc, voilà pour la devinette. L'anecdote, c'est que je me suis garé sur le parking des Invalides et je venais ici pour le colloque en regardant par terre quand soudain, tout à coup, je m'arrête. On est en automne, mais ça pousse à chaque saison. Qu'est-ce que je vois? Un brin de confiance qui traîne par terre. Je prends ce brin et je mets d'un côté le malade, de l'autre côté le médecin, et j'imagine qu'entre les deux, c'est la confiance. Eh bien, c'est insinué le soupçon, la défiance. Et vous savez, le soupçon, la défiance, c'est un truc qui
circule comme un serpent un peu partout, vous voyez, comme le lait dans la tasse de thé, ça se répand. Voilà. Et voilà, mon boulot, c'est de renouer le lien de confiance. Alors, c'est le rôle du médiateur, mais c'est le rôle du médecin tout court. Où je suis à l'aise pour parler de médiation, c'est que vous savez que la médiation a été inventée par un enfant. Et comme je suis pédiatre, j'ai le cœur qui bat dès qu'on parle des enfants. Vous savez que la médiation a été inventée par les enfants, quand même. Non, vous ne savez pas que la médiation a été inventée par les enfants. Oh, quand même. Racontez-nous l'histoire. Nous sommes des enfants, nous aimons les histoires. Racontez-nous l'histoire. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Mais je vais vous laisser sur votre faim, je vais vous raconter l'histoire tout à l'heure. Toujours est-il que, parce que je voudrais continuer avec l'idée que le médecin est un médiateur. Dans médecin, vous avez la racine indo-européenne med, M-E-D, que vous retrouvez dans médiateur, ce qui veut dire le milieu. Et j'ai trouvé quelques mots ici: médiation, médecin, média, le milieu, l'intermédiaire, le médium, la médiation, la méditation, la médiatrice, le médicament, le méditant, le médiastin, la Méditerranée, celle qui est entre les deux terres. Vous voyez, cette racine, c'est le milieu. Et le médiateur, c'est celui qui a fait le nœud, là, c'est au milieu du brin de confiance. Et c'est comme ça que j'envisage mon métier. Et d'ailleurs, il est symbolisé par mon symbole, qui est le caducée. Le caducée, vous vous souvenez, je l'ai laissé sur ma voiture, mais un bâton. Le bâton, c'est l'intermédiaire entre le ciel, les divinités, et la terre, les enfers et la tombe. Donc le médecin est l'intermédiaire entre les dieux, on pourrait peut-être dire la santé, et la terre, la maladie, voire la mort. Donc voilà le bâton d'Esculape, le bâton où s'enroule un serpent et au-dessus duquel il y a un petit rond. Mais je ne sais pas si un jour vous avez réfléchi sur qu'est-ce qu'ils ont été mettre là, les médecins, un petit rond. Le petit rond au-dessus du bâton, l'intermédiaire du médecin, c'est un miroir. Et ce miroir, il veut dire: attention, tu peux être, avec ton pouvoir de donner la guérison comme la mort, le plus dangereux des personnes pour le malade. Et tous les matins, quand je me rase, je pense à ce miroir en me regardant, en disant: attention, aujourd'hui tu peux faire une bêtise. Les dames font la même chose en se coiffant. Mes consoeurs. Voilà. Alors, voilà pour le caducée d'Esculape. Et alors, donc, comme je vous ai promis, il faut que je vous raconte l'histoire de l'enfant qui a inventé la médiation. C'est un sacré coquin. Cet enfant s'appelle Hermès, tout simplement. Hermès est à peine né de Maïa le mois de mai et de Zeus, que tout petit enfant, alors qu'ils étaient cachés dans une caverne, il se dit: je vais jouer un bon tour à mon père et à mon frère, je vais aller piquer les vaches de mon père. Parce qu'il avait trouvé une tortue dans la caverne où il était avec sa mère, Maïa. Et il s'est dit: avec cette tortue, je vais faire une carapace et un instrument de musique qui va enchanter le monde, l'harmonie du monde. Il avait ce rêve-là, l'harmonie. Vous voyez qu'on est déjà dans la confiance. Mais il lui manquait les boyaux pour faire les cordes. Et pour ça, il fallait les vaches. Et alors, il est allé voir son frère, Apollon, qui gardait les vaches. Et puis, pendant que Apollon regardait les mortels, les jolis mortels,
il a dérobé quelques vaches. Alors, il était rusé, le père Hermès, parce qu'il les a fait marcher à reculons pour pas qu'on voit qu'il les a volées. Parce qu'autrement, il suffisait de suivre ses traces, les traces des vaches. Et puis, voilà. Et puis il a fait ses boyaux, il a inventé la lyre, il a inventé l'harmonie du monde, et puis il a été découvert par Apollon. Apollon a dit qu'est-ce que c'est que ça, je vais me plaindre à papa, viens avec moi, on va se plaindre à papa. Ils sont allés devant Zeus. Zeus s'est marré en voyant le truc, la ruse d'Hermès, parce que Hermès, quand Apollon l'a vu, a dit mais comment moi, nouveau-né, regarde, j'ai encore des couches, faire ce truc-là que tu as inventé là, faut être trop rusé pour ça, voilà. Et donc, allez voler des vaches, moi, jamais de la vie, vous savez, les enfants sont souvent menteurs, hein, jamais de la vie. Et puis, Apollon lui dit, mais dis donc, qu'est-ce que c'est que cet instrument de musique que tu as? C'est la lyre. Et vous avez vu que le symbole d'Apollon, c'est la lyre. Hein, il est souvent représenté au Louvre, de l'autre côté, avec la lyre. Je te l'échange. Je te l'échange contre une baguette en or. Et c'est la baguette de la réconciliation. Et Hermès dit, d'accord. Il prend la baguette de la réconciliation, et en quittant Apollon, il trouve 2 serpents en train de se battre. Et il jette la baguette au milieu, et les 2 serpents s'enroulent et communiquent entre eux. Et c'est le caducée d'Hermès, qui n'a rien à voir avec le caducée d'Esculape, où vous avez un bâton, la baguette en or, 2 serpents qui s'enroulent sur cette baguette, et les 2 ailes d'Hermès. Dans le nouveau continent, comme ils ne savent pas tellement l'étymologie des choses et le symbole des choses et la signification des symboles, ils ont pris le caducée d'Hermès comme symbole des médecins, alors que nous, c'est le caducée d'Esculape, vous l'avez bien compris, sans savoir que Hermès est quand même le dieu des menteurs et des voleurs. Voilà. Et alors ça me fait rire quand je vais voir les collègues américains, parce qu'avec fierté, ils me montrent le caducée, mais c'est un caducée avec 2 serpents et des petites ailes pour aller partout. Voilà et donc c'est vraiment un enfant qui a inventé cette médiation avec la baguette en or et entre les 2 serpents. Alors, la médiation, je vais vous raconter 2 anecdotes. Comment ça se passe? Sur l'assistance publique, il y a 37 hôpitaux. Chacun a son médiateur ou sa médiatrice médicale associée à une médiatrice non médicale, paramédicale, qui est là. Et il y a un coordonnateur central que je suis. J'ai été nommé en septembre dernier par le directeur de l'assistance publique. Et c'est un peu comme vous, c'est-à-dire que d'abord on gère localement. Alors vous avez vu, d'abord c'est le chef de service qui gère, hein, puisque ça fait partie de son boulot. Et puis, ou le cadre infirmier. Et puis après, on passe au médiateur de l'hôpital. Voilà. Et en tant que médiateur de l'hôpital de Bicêtre, j'ai 2 histoires à vous raconter. La première est une dame qui me téléphone en disant je saisis le médiateur parce que ça va pas du tout. Et elle se met à sangloter au téléphone. Voilà, mon mari est mort. Je pense qu'il y a eu une erreur médicale et j'arrive pas du tout à remonter la pente. Et donc je reçois immédiatement cette dame et manifestement je suis devant un syndrome de stress post-traumatique où j'ai une dame qui est tellement désespérée par la mort de son mari, les conditions de la mort de son mari qui est mort d'un cancer, qu'elle n'arrive pas à remonter la pente du tout. Et une dame qui travaillait dans un ministère, la moindre odeur, certains bruits, certaines situations provoquent chez elle une crise de panique qui fait qu'elle ne peut plus travailler. Alors ça, je me dis, ça relève pas de mes compétences, certainement pas celles d'un pédiatre, mais donc je l'ai adressé à des gens qui s'occupent des syndromes de stress post-traumatique et vous voyez, voilà, c'est une relation humaine
importante. Et puis, plusieurs années après, elle est venue me voir en disant, bah oui, ça a marché, voilà. Et elle était guérie de son syndrome de stress post-traumatique. Voilà. Et puis, il y a peu de temps, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur qui était arrêté à un feu rouge et avec sa mobilette, un stop. Et puis la voiture derrière, on n'a pas vu le stop, boum, est rentré dedans et a fracassé ce pauvre monsieur qui s'est retrouvé par terre, et voilà, et qui est venu à Bicêtre, qui a été opéré à plusieurs reprises, et il fait appel au médiateur. Donc j'ai un premier contact téléphonique avec lui, et il se met à sangloter en disant « j'arrive pas, voilà. Et il me dit « oh là, c'est syndrome de stress post-traumatique, typique. Monsieur, je ferai tout pour vous, venez vite me voir. » Je connaissais le circuit, et donc le monsieur vient, et puis très rapidement, je comprends qu'il est purement dans le contentieux, et qu'il se plaint de s'être réveillé en plein milieu de l'opération, d'avoir vu les chirurgiens travailler, d'avoir ressenti des douleurs absolument intolérables, et que son anesthésie avait été mal faite. Donc, je vais voir les anesthésistes, on reprend la feuille d'anesthésie. Manifestement, l'anesthésie était bien faite. Il m'a dit, j'ai des témoins, ma sœur et ma belle-sœur. On voit la sœur et la belle-sœur en salle d'opération. Le chirurgien a tiqué un petit peu en disant, ça me semble difficile. Toujours est-il que ce monsieur est rapidement parti sur le contentieux, m'a fait des menaces. C'est pas tout à fait simple d'être médiateur, en disant que si ça n'aboutissait pas, il fallait que je fasse attention à moi-même, ma femme et mes enfants. C'est sympathique. Néanmoins, ce qu'il a vécu est peut-être vrai quand même. Ce qu'il a vécu, peut-être que, vous savez, il y a des phénomènes d'anesthésie où on a l'impression de voir le déroulé de l'intervention. C'est quelque chose que les anesthésistes connaissent bien. Mais là, manifestement, on n'était pas dans le syndrome de stress post-traumatique. Et donc, moi, ce qui me passionne dans ce métier-là, c'est la relation humaine que l'on peut avoir avec les malades. Vous voyez, ces deux cas l'illustrent bien. Alors, pour terminer, juste un chiffre. Un chiffre qui laisse rêveur. Vous nous avez parlé de 477 saisines en un an. Eh bien, dites-moi entre 1 et 100 le nombre, à votre avis, de médiations dans les établissements sanitaires français de l'Île-de-France par an. Combien ? 2,5, oui. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Donc, voilà, je me pose cette question, pourquoi il y a si peu de médiation dans nos établissements, alors que tout est fait pour que on ait des saisines, hein, avec un progrès médical qui file de façon exponentielle. Les malades y comprennent de moins en moins ce qu'on leur applique comme traitement, et donc on pourrait imaginer que de plus en plus ils font appel aux médiateurs pour essayer de comprendre. Eh bien non. Alors pourquoi ? Eh bien c'est une question que j'aimerais poser à la salle. Peut-être parce que les chefs de service et les cadres supérieurs infirmiers, les cadres de soins font trop bien leur travail et donc bloquent le médiateur, voyez, en dessous, parce que dès qu'il y a un problème, hop, ils vont au devant du patient en disant « mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? On est là pour vous aider à comprendre ». Ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, et parmi ces autres raisons, c'est que les malades ne savent pas qu'il y a des médiateurs à l'hôpital. Voilà. Je vous remercie. Voilà. Bonjour, Justine Chollet, élève manageuse publique à l'ISMAP. Vous avez beaucoup parlé de la médiation entre les patients et les médecins, mais qu'en est-il de la médiation avec les médecins ? Donc certes, vous avez dit que les médecins étaient des médiateurs, mais moi je suis originaire du Loir-et-Cher et depuis quelques années, dans la presse locale, on entend souvent parler du stress dans les urgences de Blois par exemple, et donc comment gérer aussi les conflits en interne, donc avec les médecins eux-mêmes, puisqu'on a parlé aujourd'hui de la
que la confiance passait par la confiance en soi, donc que aussi les médecins puissent avoir une certaine confiance en eux et en leur travail. Le médiateur n'intervient pas dans auprès de ses collègues dans la médiation intermédicale parce que, alors on est entre nous, on est à huis clos à l'Assemblée nationale, parce que le sport favori des médecins, c'est quand même de dire du mal de son confrère. C'est pas spécifique. Non, donc, non, ceci étant dit, c'est pas tout à fait vrai, c'est un cliché que je vous donne, mais ceci étant dit, c'est vrai que c'est pas simple et qu'il y a certaines. Moi, je suis pédiatre réanimateur et je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, c'est-à-dire que quand dans une équipe, on a vécu des choses intenses, des morts d'enfants, etc. Toute l'équipe est soudée et il y a une sorte de confiance qui s'installe entre nous parce que on sait qu'on peut faire appel à l'autre. Si vous me donnez 3 secondes, un enfant qui s'appelle Antoine, qui fait du cheval à Fontainebleau, tombe de son cheval, se fracasse le crâne, est en mort encéphalique, arrive dans le service. Mon métier je me dois de demander aux parents les organes de cet enfant s'ils acceptent l'idée de transplantation. Il se trouve que j'ai un enfant qui a 11 ans, qui fait du cheval à Fontainebleau, etc. Moi aussi, et j'étais incapable de faire ça. Et heureusement qu'on a la solidarité qu'il y a entre nous, parce qu'un collègue est venu à ma place et a pris mon rôle. Et c'est ce genre d'histoire, vous voyez, qui nous soude un peu comme vous dans votre métier. Notamment aux urgences, dans les zones difficiles. J'ai une petite question par rapport aux 3 corps de métier, notamment la gendarmerie, les RATP et puis au point de vue médical, oui, police, pardon. J'aimerais savoir, en fait, si on a parlé de médiation, règlement des conflits, mais est-ce qu'au niveau de la prévention, il y a un espace? C'est en fait l'organisation d'ingénieurs de prévention et de RH sur les 3 niveaux, comme je vous expliquais, qui est le premier niveau en fait de prévention. Et ça suppose évidemment d'être très proche des salariés et d'aider les managers à repérer ce genre de troubles avant qu'ils se manifestent. On a aussi un dispositif de formation assez conséquent pour permettre aux managers d'avoir cette attitude de prévention. Oui, pour la police, je dirais, il n'y a pas de dispositif institutionnel, mais néanmoins la hiérarchie, notamment la hiérarchie intermédiaire, la hiérarchie de proximité, dans l'ensemble, fait ce travail, on veille sur la détection des signaux faibles. Et puis très vite, dans chacun des commissariats, l'absentéisme, le turnover, la demande de mutation, la contestation sur une évaluation, et le fait que les gens vivent ensemble véritablement, fait qu'on arrive quand même à avoir un système de prévention. En plus, comme je vous l'ai indiqué, le taux de syndicalisation est très important, avec des effets peut-être pervers, mais des effets aussi bénéfiques. C'est que dans l'ensemble, les syndicalistes font bien leur travail. C'est-à-dire que si la hiérarchie n'est pas assez à l'écoute ou si elle passe à côté d'un problème, il y a quand même localement, le premier niveau, un syndicat qui va alerter sur un problème. C'est-à-dire rien d'institutionnel, mais comme les gens vivent à fond, est-ce que c'est utile ? Mais par contre, on a je dirais des points de veille comme ça qui existent et qui sont quand même assez denses. Ça repose sur un seul mot, qui est le mot information. Et vous savez que nous nous devons de donner une information loyale, appropriée, claire à nos patients et de travailler dans la plus grande transparence. Donc la prévention, elle est dans cette capacité d'informer correctement le malade. Voilà.